Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on peut tous dire que le football a beaucoup évolué sur les dernières années, que ce soit au niveau du jeu proposé par les équipes du monde entier, des infrastructures, de la popularité de ce sport qui n'a fait que s'accroître au fil du temps, des technologies comme les caméras, les micros, les données statistiques, ou encore l'utilisation de la vidéo-assistance censée faciliter les arbitres dans leurs décisions. Mais le football a également vu apparaître un nouveau fléau qui n'est d'autre que la multipropriété. Et depuis le 22 juin 2023, le club du Racing Club de Strasbourg fait partie de ce processus puisqu'elle a été rachetée par un consortium d'investisseurs américains du nom de Blueco, dirigé par Todd Boehly. Ce dernier ayant déjà racheté Chelsea un an auparavant, le club alsacien passe donc sous le joug américain, aux grandes dames de ses plus fervents supporters. Perte d'identité, dépendance, conflit d'intérêts et la peur de devenir un club satellite ayant comme noyau le club de Chelsea, voilà le cadeau empoisonné des nouveaux dirigeants pour ceux qui ont permis en partie au club de retrouver l'élite du football français. La première partie de saison vient de se terminer et il est maintenant temps de faire un premier bilan sur ce projet. Car même si les derniers résultats de l'équipe laissent penser que la machine est enfin lancée, après un début de saison plus que douteux, j'aimerais lancer un appel à la prudence pour tous les supporters strasbourgeois, car entre mensonges, pression et contrôle autoritaire sur toutes les démarches au sein du club, nous sommes dans l'archétype parfait du Big Brother. Au moment du rachat du Racing par Blueco, une peur avait donc envahi l'esprit des Strasbourgeois, celle de devenir un club satellite et donc par le même biais de perdre l'identité que le club avait construite tout au long de sa remontée historique jusqu'en Ligue 1. Cette notion de club satellite, qui avait été d'ailleurs démentie par la suite via le communiqué de presse du Racing du 22 juin 2023, où l'on pouvait retrouver la déclaration suivante de la part des actionnaires de Blueco. C'est un honneur pour nous de faire partie de ce club historique. Nous nous engageons à préserver l'héritage du Racing et à travailler en étroite collaboration avec Marc Keller et son équipe dirigeante afin de poursuivre l'excellent travail accompli. Cet investissement stratégique renforcerait notre présence dans le football européen, parallèlement à notre participation dans Chelsea. Nous pensons qu'il créerait d'énormes opportunités de partage, des connaissances et d'expertise. Mais nous avons affaire ici à un beau mensonge, notamment lorsque ces derniers évoquent le fait de vouloir préserver l'héritage du Racing, de créer d'énormes opportunités de partage et d'expertise, ou encore de travailler en étroite collaboration avec Marc Keller. Mais tout ça jusqu'à quand? C'est ça la question. Derrière ces belles paroles, on comprend tout de suite que cette collaboration ne va aller que dans un seul sens, celle de mettre en valeur le club de Chelsea. Ce n'est plus un secret pour personne, le Racing va recruter à partir de maintenant que des joueurs de moins de 23 ans, ordre des nouveaux actionnaires bien évidemment, avec une interdiction totale de pouvoir recruter des joueurs plus expérimentés et surtout de voir de plus en plus arriver des joueurs prêtés par Chelsea au fil des années. D'ailleurs, concernant ce nouveau mode de fonctionnement et de vouloir recruter des joueurs de moins de 23 ans, cet été il y a eu une petite brouille avec Loïc Désiré, en charge de la cellule de recrutement, puisque ce dernier aurait voulu rejoindre Monaco, qui l'avait approché. Marc Keller l'ayant convaincu de rester, puisque maintenant il allait avoir les moyens. Mais il a pu constater que lorsqu'il a travaillé avec les nouveaux moyens sur des profils plus expérimentés, comme notamment Nabil Bentaleb, Blueco a mis son droit de veto et a dit non, nous on veut que des jeunes joueurs. Maintenant, Loïc Désiré est cantonné à un rôle plus qu'indésirable au sein du club. Il ne fait plus grand chose puisque de toute façon Blueco maîtrise tout. Donc à quoi ça sert d'avoir une cellule de recrutement si cette cellule ne peut pas travailler sur tous les profils possibles? De plus, on peut noter que le mercato estival, bien que le club ait été actif, il n'a pas été fait de manière à combler totalement les manques de l'effectif, malgré les moyens mis à disposition, avec notamment le recrutement de Sedouso, provenance de Saint-Etienne, qui n'a quasiment pas joué de la première partie de saison, malgré les millions investis sur lui. Bien qu'il ait été acheté car c'était soi-disant un bon coup sur le marché, et pour le faire jouer seulement la saison prochaine, je n'ai jamais vu le Racing fonctionner de la sorte, mais bon, soit, le Racing est rentré dans une nouvelle ère, comme on dit. À ça, tu peux rajouter le non-remplacement de Bellegarde, bien qu'à l'heure actuelle, ce ne soit plus vraiment une priorité, avec l'éclosion de Mwanga, le retour en forme de Sissoko, avec la présence notamment de Doucouré, de Deminguet ou encore de Diarra. Son départ pour les Wolves s'est quand même fait beaucoup ressentir dans l'équipe. Mais le fait que sur le papier, le Racing ait également recruté que 2 ailiers de métier, en la personne de Angelo et de Bakwa,
alors qu'on sait tous que Patrick Vieira privilégie les formations avec des ailiers, surtout qu'au début, Bakwa n'était pas un titulaire, et je suis désolé, mais ni Diarra ni Saï ne sont des ailiers. Alors oui, ils peuvent dépanner. Tout joueur s'est déjà vu mettre à des positions qui ne sont pas les siennes. Mais avec les moyens mis à disposition, je pense que le club avait les capacités pour que le coach puisse travailler dans des conditions un peu plus saines et un peu plus logiques au vu du projet mis en place. Le coach n'aurait pas dû se retrouver dans une situation où il a fallu bricoler pendant un certain temps. Néanmoins, dans tout ça, tout n'est pas jeté. L'arrivée de Bakwa, de Manga, de Emega ou encore de Silla montre quand même que le Racing commence à changer de dimension, bien que le début ait été un peu compliqué. Cela m'amène d'ailleurs à un autre point important, ce n'est plus un secret également pour tout le monde que le club veut se débarrasser des joueurs les plus expérimentés, comme Aoulou et Persic, pour ne citer qu'eux, qui n'entrent plus du tout dans les plans, dépassés d'ailleurs dans la hiérarchie par les jeunes du centre de formation. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'à un moment donné, si la politique de recrutement reste la même, il n'y aura plus aucun joueur expérimenté comme Sels, comme Gilbert, comme Gamero, comme Delaine dans l'équipe. Et il y aura qui du coup pour former les jeunes? Parce que je suis désolé, tu ne peux pas faire évoluer les jeunes comme ils ont l'intention de faire sans avoir des joueurs expérimentés qui leur apprennent, qui les cadrent, qui justement transmettent tout ce que eux on leur a transmis quand eux ils étaient jeunes. Tu peux pas ne pas fonctionner avec des joueurs expérimentés. Et de toute façon, on l'a bien vu dans tous les clubs, ceux qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui ont réussi à trouver un équilibre entre les jeunes, la fraîcheur, etc. Les joueurs un peu plus expérimentés qui sont dans la force de l'âge, 27, 28, 29 ans, et les joueurs expérimentés qui jouent peut-être un peu moins, mais qui dans le vestiaire, quand il faut dire les choses, quand il faut faire bouger tout le monde, ils sont là, ils sont présents. Et c'est ce qui va arriver au Racing, puisque d'ailleurs, Sels, qui est encore en contrat avec le club, va voir la saison prochaine Risser être sa doublure, jusqu'à ce que la saison encore d'après, Risser soit promu numéro 1, et que Sels, qui sera à un an de la fin de son contrat, sera bien évidemment demandé à quitter le club, puisque le club voudra toucher un peu d'argent sur un futur transfert. Mais pour également parler de rumeurs un peu plus sur le court terme, l'été prochain, Perrin et Niamzi seront également invités à quitter le club, car eux-mêmes arriveront à la fin de leur contrat, à un an de la fin de leur contrat, et que le club voudra, dans le même cas, toucher une indemnité de transfert et verra l'opportunité de encore plus rajeunir l'équipe, bien que Niamzi et Perrin ne soient pas non plus les joueurs les plus expérimentés et les plus vieux de l'effectif, mais ils ont plus de 23 ans. Et pour moi, si la politique de recrutement ne change pas et ne devient pas moins rigide, le projet va droit dans le mur, parce que tu ne peux pas ambitionner de jouer l'Europe, ambitionner de devenir un club de la première partie de tableau de Ligue 1 tout simplement, avec que des jeunes de 23 ans qui ne sont que de passage finalement dans le club et qui ne voient pas un avenir au-delà de 2-3 ans dans ce club. Ensuite, avant d'évoquer la gestion du club d'un point de vue global, parlons de la gestion de l'effectif. Au-delà des manques de l'effectif que j'ai déjà pu citer, il y a d'autres cas qui ont été gérés de manière assez spéciale. Je vais commencer par le cas Bakar Silla, transfert le plus cher du club avec ses 20 millions d'euros, qui arrive pour remplacer le départ libre de Djikou et qui, à l'image de l'équipe, rate totalement son début de saison. Mais là où tout a commencé à devenir un peu embêtant et malsain, c'est lorsque Patrick Vieira a décidé de le laisser 9 matchs d'affilée sur le banc des remplaçants, lui préférant Niamzi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette situation ne plaisait pas du tout à Bouko, car avoir mis 20 millions sur un joueur qui ne fait que cirer le banc, en interne ça ne passe pas très bien. On se demande pourquoi avoir mis 20 millions sur un joueur comme ça, pourquoi le coach ne le fait pas jouer. On veut qu'il joue car on a investi sur lui. Mais le problème c'est que ça ne se passe pas comme ça, peu importe l'argent que tu as mis. Si un joueur est mauvais, surtout dans un nouveau projet comme le Racing, tu ne peux pas le laisser comme ça enchaîner les contre-performances, surtout si tu as d'autres joueurs à disposition. Mais les joueurs que tu as à disposition, laisse-le prendre ses marques. Il arrivera un moment où tu le remettras et ça sera à lui à ce moment-là de prouver qu'il a sa place. En plus de ça, quelque part, Silla n'y peut rien que le club ait déboursé 20 millions d'euros. Mais moi, ce
qui me gêne, c'est surtout que pourquoi Bluko vient s'en mêler. Bien sûr, ils ont racheté le club, ils ont la main mise dessus. Pourquoi mettre de la pression tout de suite, comme ça, sur le club, alors que c'est le début du projet? Pourquoi mettre la pression tout de suite comme ça sur le coach qui vient d'arriver, sur le joueur? Le joueur vient d'arriver et il a peut-être besoin d'un temps d'adaptation plus conséquent qu'un autre, etc. Comme on a eu besoin Bakwa et Manga, qui ont été titularisés qu'au bout du mois d'octobre ou même novembre, il me semble. Fin octobre, début novembre, ils ont vraiment commencé à rentrer dans le 11 de l'équipe, à enchaîner les matchs et à devenir performants. Et d'ailleurs, en citant ces derniers, qui sont arrivés de Bordeaux pour 20 millions d'euros également, ils font partie, tout comme Abakar Silla, du 11 type de l'équipe qui a su redresser la barre et sauver Patrick Vieira à la tête de l'équipe. Ensuite, j'aimerais également quand même parler un peu de Patrick Vieira. Ce dernier a évoqué, surtout le début de saison, le manque d'expérience de son équipe et qu'il fallait être patient. Mais pourquoi, à ce moment-là, se passait-il des joueurs comme Aoulou ou encore de Persic? Ok, d'accord, ils n'entrent plus dans les plans, etc. Ils sont vieux. Mais malgré tout, ils sont encore sous contrat. Et s'il est sous contrat, pourquoi tu n'utilises pas? Il y a des directives du club qui font que tu n'as pas le droit de le prendre. Moi, je suis désolé, quand un club va mal, quand un club a des résultats très moyen et que tu soulignes le manque d'expérience, pourquoi tu te passes de joueurs expérimentés? Alors oui, ce sont peut-être pas les meilleurs, mais à l'heure actuelle, ils peuvent peut-être t'apporter un peu plus de stabilité, là où des jeunes qui ont le talent et le potentiel, ils ont encore besoin d'un peu de temps, notamment des joueurs comme Manga, comme Bakwa, comme Silla que j'ai déjà cité, même Diarra, il a que 20 ans, les Saï, les Emega. Mais en plus, le fait que des joueurs comme ça éventuellement enchaînent des matchs, font des bonnes performances, ça peut faciliter leur vente. Les clubs ils vont se dire, ah tiens, il joue, il est en forme, il rentre plus dans les plans, c'est peut-être un bon coup qu'on peut faire. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils se remettent en forme et les laisser comme ça pourrir sans les prendre dans le groupe. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire, parce que là le club dans tous les cas sera perdant, parce que on parle de rupture de contrat à l'amiable, mais je veux dire, le club sera perdant financièrement. Si le club ne touche pas d'indemnité de transfert, le club sera forcément perdant. Alors oui, ils vont récupérer de la masse salariale, d'accord. Mais l'argent que touche un club sur un transfert, c'est pas négligeable. Même si des joueurs comme Persic et Aoulou, vu qu'ils ne jouent pas, ne seront pas vendus des millions et des millions, c'est toujours de l'argent qui rentre. Et ça, tu peux pas le nier que avoir de l'argent qui rentre, peu importe la somme, c'est pas négligeable. Je terminerai en évoquant donc la gestion du club. Donc d'après certaines sources, Marc Keller n'aurait plus aucun pouvoir au sein du club. Son statut de président d'ailleurs ne serait que pour la forme. Marc Keller n'aurait plus aucune maîtrise sur rien et en fait fonctionnerait finalement comme un porte-parole du club et de Bluko. Un porte-parole qui a dit que le nouveau projet est de retrouver l'Europe d'ici 2 ans, par le biais du championnat notamment, mais avec quelle valeur? Je ne sais pas. Dans un nouveau stade, flambant neuf, quasiment vide? Sûrement, si on continue dans cette direction. Et il y aurait des rumeurs comme quoi Bluko penserait à se séparer de lui à la fin de saison afin de mettre quelqu'un d'autre. Donc Marc Keller se retrouvera à la porte après seulement une saison sous le joug américain, bien qu'il n'ait plus de pouvoir en interne. Je pense que de garder la figure de Marc Keller en tant que président du club, c'est pas une mauvaise chose. Pour l'instant, c'est sûr que sur le long terme, il y a un moment où Marc Keller va partir, notamment vu qu'il a en ligne de mire le poste de directeur des 3F. Donc forcément, il y a un moment où il sera amené à quitter le club. Mais au bout d'un an comme ça, est-ce que peut-être Bluko ne va pas trop vite dans son projet? Est-ce que c'est la bonne méthode à suivre? J'ai de gros doutes. Et cela conforte même un peu plus, si cela vient à arriver, le fait que les supporters pensent que le Racing va devenir un club satellite et perdre tout ce qu'il a été depuis sa construction, depuis le rachat de Marc Keller et de ses actionnaires avant que le club disparaisse. Et je rejoins un peu les supporters qui pensent que le club va devenir un club satellite quand je vois que Bluko veut mettre peut-être un peu la charrue avant les bœufs et ne laisse pas peut-être le temps de faire cette passation. Donc est-ce qu'il faut pas laisser un peu le temps de faire justement une passation de pouvoir entre les deux pour éviter peut-être
de perdre ses supporters tout de suite après le rachat. Donc finalement pour moi, si le mode de fonctionnement ne change pas et reste le même, le Racing va devenir un club formateur, un club tremplin, un club satellite, donnez le nom que vous voulez, et dans tous les cas ça va entraîner une perte d'identité et donc une perte des valeurs qui ont permis de retrouver l'élite du football, comme je te disais. Le Racing ne sera plus un club familial où les supporters se retrouvent à travers leurs joueurs, mais un club hostile où la distance ne fera que de se creuser finalement entre la direction et les amoureux du Racing, une direction finalement à l'américaine qui ne s'y connaît pas du tout en football, je suis désolé, parce que comme on peut le voir à Chelsea à l'heure actuelle, ils pensent connaître le football, ils pensent qu'en donnant des millions sur des joueurs et en créant une équipe grâce aux millions, ça fait d'eux la meilleure équipe au monde. Mais pas du tout. Là, Chelsea est englué dans le milieu de tableau, leur projet n'a ni queue ni tête. Le Chelsea actuel, c'est peut-être le Racing de demain. Donc voilà, ça fait un peu peur quand ils pensent. Ça fait peur pour le club, ça fait peur pour la ville, ça fait peur pour les supporters, et je dirais même ça fait peur pour le championnat français. Parce que là, on parle de Strasbourg, mais on a aussi Lorient qui est sous multipropriété. Il y a plein d'autres clubs français qui ne sont plus gérés par des instances françaises. Donc j'ai un peu peur quand même pour le club de Strasbourg. J'ai un peu peur également pour le championnat, car je trouvais qu'il prenait une bonne direction, en attirant des joueurs vraiment de renom, des très bons jeunes joueurs. C'était vraiment... ça commence vraiment d'ailleurs à devenir un championnat vraiment attrayant. Si on continue comme ça, j'ai bien peur que le championnat, bien qu'il soit déjà un championnat formateur, ne soit un championnat où les joueurs ne sont que de passage, à l'image d'un club satellite. Donc en fait, le championnat de France deviendra un championnat satellite de l'Angleterre, de l'Allemagne, de n'importe quel championnat, surtout de l'Angleterre, j'ai quand même envie de dire. Il perdra toute sa splendeur et tout son passé glorieux et ce qui a fait de lui un des plus beaux championnats du monde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'étais de retour sur un format où il a demandé un peu plus de travail de recherche. Et puis on se dit à la prochaine, au mois de février. Ciao!